Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Les amis, on l'a fait. C'est incroyable ce soir. Incroyable. Oh, pauvre, là, quel match. 3-2 face à la Lazio, but à la dernière minute de Grande, El Famoso Théo Hernandez. Voilà, victoire face à la Lazio. Milan reste premier. Milan met 9 points sur le Napoli. Milan met l'Inter dans sa poche. La Juventus qui s'est pris une branlée 3-0 face à la Fiorentina dans la poche droite. Et c'est splendide ce qu'on a vu, les gars. Je m'attendais à faire une émission débrief à la mort moelleux en taillant Krunic, en taillant l'arbitre, mais là on s'en fout. Milan gagne 3-2, Milan reste leader. Vas-y, ton ressenti, Yann, sur le match? Quel match, que dire les amis. Je crois qu'on est tous en slibard là. Milan qui fait une entame de match incroyable. On était déjà tous en slip à partir de la 25e minute. Ensuite, on s'est tous calmés par rapport déjà au… Non, déjà, je vais vous parler des deux premiers buts où Milan fait un début de match absolument incroyable. Avec Hakan qui dépose un corner sur le mal-aimé du moment, Rebic, qui nous montre qu'il est aussi capable de parfois marquer des buts. Et oui, mesdames, messieurs, à la 16e minute, c'est encore Rebic sur un bon mouvement d'Hakan. Ce soir, tous les ballons dangereux sont pratiquement passés par notre Turc adoré. Et c'est Rebic qui va tirer sur la main. Je ne sais pas s'il se fait tacler, si c'est la main. C'est le tacle. Des pénaltys tirés par Hakan qui va nous mettre le 2-0. La Lazio en PLS, et là tout à coup on se fait reprendre avec à la 25e minute un penalty très discutable. Il y a penalty, il n'y a pas penalty. On va revenir là-dessus. Ouais. On en reviendra. Donnarumma qui arrête le ballon comme pas possible, et là scène incroyable, nos joueurs les mains sur les hanches durant le penalty, et c'est Luis Alberto au milieu de tout le monde qui arrive à venir taper sa tête. Les gars, sur un penalty, on met pas les mains sur les hanches, on essaie de suivre un minimum le ballon, même si on sait qu'on a Donnarumma dans les cages qui nous sort un penalty sur deux. Réveillons-nous. Et deuxième mi-temps, on peut dire que la Lazio est supérieure. Hein. Luis Alberto, quel joueur. Si je devais être un joueur de foot, aujourd'hui, je serais tout d'abord Théo Hernandez. Et en deuxième position, je poserais un petit Luis Alberto. Quelle beauté ce joueur dans ses ballons, qu'est-ce qu'il est doux dans ses contrôles. Si je devais le définir en un mot, je dirais qu'il est doux. Dans ses contrôles de balles, dans ses touchés de balles, il est absolument incroyable ce joueur. Mais on se vient de reprendre le 2-2 à la 59e minute d'Immobilier avec Kalulu qui se fait très souvent attirer par le ballon. On en reparlera peut-être un peu après. Je vous donnerai mon petit ressenti sur ses prestations qui sont très bonnes, mais il y a quand même quelques petits hicks qui font qu'on voit qu'il lui manque un peu d'expérience. Et à la fin de match… Que dire? Il se passe quoi à la fin de match? Corner à la 92e, 92e minute, pardon pour vous, mes chers auditeurs gaulois. But de Théo de la tête sur un nouveau coup franc d'Hakan qui est passé partout ce soir. Et quel ouf de soulagement. Et Milan qui garde la tête, Milan qui est toujours devant, et à tous nos cousins interistes qui se voyaient passer Noël devant le sapin à la première place, cher cugini interisti, salutate la capolista. On va resituer les deux faits de jeu marquants, à mon sens, Yams. Le premier, du coup, c'est le penalty ô combien discutable de Kalulu qui effleure le pied de Correa qui jouait pas le ballon. Hein. Correa est aspiré par le ballon au premier poteau, qui fait pas du tout action de jeu. C'est le fait du match, c'est le tournoi du match, parce que jusqu'ici, Milan domine son match, non? C'est le tournant du match, exact, parce que avant ça, Milan était vraiment dedans. On avait fait une superbe entame de match, et avant ce penalty un petit peu hasardeux, on mène 2-0. C'est totalement mérité. La Lazio, elle est étouffée. Pas mal de velléité offensive. J'ai vraiment bien aimé ce début de match. Bon, après, ils ont gagné un corner tranquille, mais voilà, Kalulu vient le défendre, et pour moi, il n'y a pas lieu de donner penalty, surtout que on voit dans l'action, mais je crois qu'il le dérange à 0%, tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi siffler un penalty. Alors certes, il marche sur le pied, mais vu qu'il devrait être sifflé en cas d'obstruction, dans ce sens, il n'y a pas d'obstruction. Pour moi, ce penalty, il ne se siffle pas. Et malheureusement, ça a relancé la Lazio, malheureusement.
Ouais. Et c'est pour ce genre de choses que ce soir, je vais peut-être un petit peu râler. Parce que ce penalty, il m'a bien énervé, surtout Mmh. quand on a vu comment ils sont bien repartis direct. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, du coup, l'AC Milan qui est complètement dominé, qui ne voit plus le jour, qui est pas loin de se faire égaliser avant la mi-temps, mais on arrive quand même à garder cet avantage au score à la mi-temps. Seconde mi-temps qui repart comme la fin de la première où l'AC Milan ne touche pas le ballon. La Lazio domine. Et puis Immobilier marque sur un sublime but. Lazio continue de dominer. Et puis là, deuxième fait de jeu à mon sens, c'est les choix de Inzaghi qui te fait Ouais, sortir clairement. Milinkovic-Savic et qui te sort Il s'appelle Immobilier. encore. Immobilier, ouais. Oui, voilà. Et je pense que c'est un truc qu'il n'aurait pas dû faire parce qu'avec les joueurs-là, il avait vraiment une maîtrise totale par Mm. rapport à nous. Et c'était les joueurs qui faisaient que la Lazio était aussi dominante et nous étouffait autant durant cette partie. Alors, je ne sais pas pourquoi il les a fait rentrer. Je ne suis pas dans la tête d'Inzaghi, mais ça a été un des choix qui a fait qu'on a un peu plus repris le pas sur la Lazio Mm. après ces changements. Ça s'est ressenti. Alors, ce n'était pas la maîtrise à nuancer. On n'a pas maîtrisé après ces changements, mais on a eu beaucoup plus d'occasions que pendant le reste du début de la première période, de la seconde période, pardon, et Tout à fait. jusqu'à obtenir un corner et un but. C'est ça. Donc, on va revenir du coup sur cette fin de match. Donc, du coup, avec Adri. Adri, on a vu qui sur les 10 dernières minutes? On a vu un seul joueur. Je sais pas, j'hésite entre Théo et encore Théo. J'hésite entre ces trois-là, en fait. Non, Moi, je mais dirais, je dirais, c'était c'était incroyable. il faut remercier Papi Reina. Voilà, 2007 et aujourd'hui, là, franchement, j'ai vraiment envie de le gaver de merci ce soir. Merci Papi Reina. C'est un bon. Vas-y, Adri. Non, après, c'est vrai de toute façon, vous l'avez dit tous les trois. C'est vrai qu'on s'est fait complètement dominer en deuxième période. Bien que la première mi-temps était un peu plus équilibrée jusqu'à quand on a mis les deux buts. Après, ça a eu le fait de jeu avec l'arbitre. Tu l'as dit, Guillaume, qui a pour moi remis totalement la Lazio dans le match, hein. Clairement, c'est ça qui les a relancés. Après, c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois. Quand Augué est rentré, on a eu le droit à plusieurs fois à des 1-2 entre Augué et Théo Hernandez. Et plusieurs fois, on a vu que en quelques minutes, on a eu beaucoup plus d'actions qu'à une grosse période entre la première et la seconde mi-temps. Mm. Et c'est vrai que voilà, Théo, plusieurs rushs, il nous a fait plusieurs rushs, plusieurs combinaisons, que ce soit avec Rebic, Akan, Aogué. Là, la tête qu'il met, c'est un orgasme footballistique, Il est messieurs. monté en Donc, puissance sur le match, hein. Il est vraiment monté en puissance ouais, parce clairement. que il commence doucement et puis au fur et à mesure, voilà, une montée en puissance. Et sur les 10 dernières minutes, on voit que lui sur des raids. Il y en a eu trois, hein. C'est le troisième qui est Salvateur. Mais avant ça, il y en a deux qui sont magnifiques. Et puis cette tête rageuse, comme il nous l'a mis il y a 2 semaines pour arracher un match nul au Genoa ou à Parme. C'était à Parme, je crois. Parme. Mais c'était Bah, Parme. Donc voilà. Quel match, quelle sensation. On a gagné 3-2 avec un Krunic dégueulasse qu'on va sûrement parler dans les flops. Mais c'est fou de gagner un match comme cela. Adri. Ouais, tu parles de Krunic et justement, je voulais parler de ça par rapport au milieu de terrain. C'est vrai qu'on a clairement vu l'absence de Benacer et Kessié, quoi. Mm. Les deux plaques tournantes de l'équipe. C'est vrai que tu voyais bien qu'il nous manquait. Parce qu'en fait, dès que Milan récupérait le ballon en première mi-temps, il dégageait systématiquement devant. Il foutait des gros ballons devant pour les hauts qui étaient bien trop esselés à mon sens. C'est vrai qu'il nous manquait vraiment Benacer pour jouer vraiment dans les petits espaces, éliminer un ou deux joueurs pour refaire des relances propres, pour avoir un Kessié solide au milieu de terrain. Tonali a fait un bon match, pour le coup. Par contre, c'est vrai que Krunic, Tonali était tout seul en fait, au milieu de Ouais. terrain. Ça le problème. Mm. Même si à Cannes, plusieurs fois, il est redescendu au milieu de terrain pour peut-être un peu compenser justement le manque au milieu de terrain. Mais c'est vrai que clairement, j'ai très vite ressenti l'absence de Kessie et Benacer au milieu de terrain, quoi. Quand tu gagnes un match comme ça, Yams, avec un effectif complètement remanié, on le dit, absence de Kier, absence de Kessié, absence de Benacer, absence de Ibrahimovic, et que tu arrives à gagner face à la Lazio, on peut rêver de tout selon toi ou pas? Bien sûr. Alors j'en avais parlé justement du titre. Je pense que quand tu dis rêver de tout, tu peux peut-être parler du titre, Ouais. mais ça va énormément jouer sur notre effectif, Mm. sur notre forme, parce que plus que jamais, les saisons aujourd'hui se jouent avec la crise sanitaire, avec l'enchaînement des matchs plus que jamais. Je pense que ça joue beaucoup sur ça. Et si maintenant on a ça à notre avantage, si on arrive à récupérer nos joueurs et si on arrive, Pioli arrive bien à gérer ce groupe
qui quand même, on va pas se mentir, on a un banc plutôt intéressant, on peut faire un turnover plutôt intéressant. Mm. Je pense qu'avec une bonne gestion de match, on peut, on va pas se mentir, on peut rêver de quelque chose parce que être autant dominé et arriver quand même juste à la force mentale avec quelques talents, aller chercher cette victoire au bout du bout, c'est tellement c'est significatif de tellement de choses. Cette équipe se sent bien, cette équipe a envie de gagner, cette équipe croit en quelque chose et Mm. voilà, j'ai beaucoup de choses à faire partager à propos de cette victoire. Vraiment, elle est vraiment belle, elle est vraiment belle cette victoire. Yann? Et Ah je oui, pardon. nuancerai même Vas-y, pas, vas-y. je nuancerai même pas le fait que la Lazio n'est pas, c'est pas la plus grande Lazio qu'on a affrontée. Je crois qu'au classement, ils sont La je sais Lazio, plus. je vais te le dire. Vas-y, continue, je vais te dire le classement. Avec pas mal, je sais qu'ils avaient aussi pas mal Huitième. de blessés de leur côté. Je crois que leur défense était assez remaniée. 13 points Mais d'avance, on a sur la Lazio actuellement. voilà, 13 points d'avance. Mais ça change rien, franchement, ça change rien au fait que on a vraiment une équipe de guerriers et je pense qu'ils sont motivés à aller chercher quelque chose cette année. Yann? Moi, c'est le mental que j'ai envie de souligner aussi. Tu le Ouais. dis très justement, Yams. C'est incroyable parce que techniquement, on n'avait peut-être pas ce soir notre équipe la plus performante ce soir. Mais à la force mentale, à la force des choses, on y va avec un bloc équipe compact, avec des équipes. Je regardais encore à la fin du match nos joueurs qui se retrouvaient au milieu du terrain pour fêter cette victoire. On a vraiment un groupe équipe. C'est vraiment ça le mot, groupe équipe qui Mm. est ensemble et qui va lutter jusqu'à la dernière seconde. On l'a vu face à Parme il n'y a pas longtemps, Théo Hernandez qui nous arrache un nul. On a une équipe qui se bat jusqu'au bout, qui a une force mentale incroyable. Et ça, cette saison, pour l'instant, ça joue très clairement en notre faveur. Et c'est vraiment à saluer Pioli, le travail qu'il a fait. Tout d'abord, le travail de Pioli De et le concerner travail de tous les tous nos joueurs. joueurs. Ouais. Et de concerner tous les joueurs comme ça dans notre effectif, je trouve Mm. ça vraiment fantastique et extraordinaire. Et laissons-nous rêver, messieurs. Le mot de la fin sur ces performances collectives, pour moi, c'est la détermination de nos joueurs qui, on l'a senti après les changements de Inzaghi. Il y a eu 10-15 minutes de flottement où j'avais l'impression que les deux équipes allaient chercher le nul. Et puis au fur et à mesure, sur les 10 dernières minutes, on a commencé à se créer des occasions. Et là, les joueurs, et notamment Théo, emmené par un grand Théo, ont senti qu'il y avait la place d'obtenir mieux qu'un nul. Et c'est là où on a été plus fort que la Lazio. Parce que clairement, quand Inzaghi fait sa rotation, il domine complètement le match et il se dit, je vais garder le nul, je vais remplacer mes cadres. Et nous, on se dit, bah allez, on est dominé depuis 45 minutes, on va garder le nul aussi. Et après, on s'est rendu compte, je trouve que l'entrée de Castillero aussi a fait pas mal de bien, parce que jusqu'ici, on a vu un 4 contre 3 notamment, qui est très mal joué au moment où il y a 2-1 encore. Et là, on se dit, putain, pourquoi on ne va pas chercher le 3-1? Et finalement, on y est allé avec un second souffle dans les 10 dernières minutes et on obtient cette fabuleuse victoire. On va passer maintenant au top et flop. Les gars, je vais te donner la parole, Yann, pour tes tops. Alors pour mes tops, ça va être assez simple. Ça va être les trois joueurs qui ont scoré ce soir. Je vais commencer par Rebic. Rebic qui était assez critiqué ces derniers temps pour ses performances en centre avant, pardon. Et puis sur le côté, on voit tout de suite une différence, je trouve. On le voit beaucoup plus percutant. Il peut chercher la profondeur quand il en a envie. Il est à l'origine du penalty, c'est lui qui marque le premier but de la tête, donc j'ai envie de le récompenser pour ça. Toujours pas au top du top, c'est pas forcément le meilleur Rebic qu'on ait jamais vu, mais il a su réagir ce soir. Et même sur la fin, c'est vraiment notre côté gauche où Rebic, qui avait pour rôle quand même de jouer centre avant sur la fin, est venu un peu se décaler sur la gauche, qui sur plusieurs petites combinaisons a su mettre à mal cette défense de la Lazio et a su finalement trouver sur un corner. Ouais, c'est Théo qui va mettre le but sur corner, mais c'est grâce à plusieurs petites combinaisons comme ça sur le côté gauche où Rebic participe assez souvent qu'on a réussi à mettre en danger la Lazio. Donc Rebic ferait partie de mon troisième top. Ensuite, Théo. Théo pour sa fin de match, pour toute son œuvre en général. C'est incroyable, on va en reparler je pense tout à l'heure. Mais comment on peut avoir un joueur, un latéral gauche autant puissant qui court sur son côté, c'est un vrai cheval, sur son côté gauche. Il est inarrêtable. Une fois qu'il part, il arrive à faire des crochets même en pleine course, à éliminer des joueurs. C'est absolument incroyable. Un latéral gauche, pareil. Franchement, je suis en train de chercher là depuis tout à l'heure en Europe, mais Il n'y a pas on en beaucoup. reparlera tout à l'heure. Et mon top numéro 1,
c'est Akan. Ce soir, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai eu critiqué sur ses derniers matchs. Je le trouvais parfois un peu brouillon. Il est certes parfois encore un peu brouillon sur certaines passes, sur certaines frappes, sur certaines choses. Mais il nous tire quand même deux corners absolument incroyables qui nous offrent 2 buts. Sur le penalty, c'est clair, il arrive à prendre un contre-pied Reina très facilement. Et j'ai l'impression que tous les ballons dangereux, toutes nos occasions de but vont forcément passer par le Turc ce soir. Il y a cette espèce de magie d'un soir qu'a tout à coup notre Akan, où chaque ballon qui passe par lui, on a l'impression qu'il peut se transformer en occasion dangereuse. Donc, en état de grâce un peu ce soir à Cannes, et c'est pour ça que je le mets numéro 1 de mes tops. En très grande forme à Cannes sur ce mois de décembre aussi, il faut le souligner. Il revient très très bien. Il avait connu un début de saison, surtout entre la 4e et la 8e journée, un mois d'octobre assez compliqué. Et là, il revient super bien sur ce mois de décembre à Cannes. Quels sont tes tops, toi, Yams? Mes tops, bon, on va pas laisser parler l'émotion. Moi aussi, je vais mettre Çalhanoğlu homme du match. Franchement, je vais le mettre homme du match parce que ce soir, il m'a impressionné. Et moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce Çalhanoğlu comme ça parce qu'on a besoin de ce Çalhanoğlu comme ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment illustré, que ce soit la création d'occasion, que ce soit directement sur les coups de pied arrêtés ou directement il est décisif sur les 2 buts, hein. Voilà, c'est lui qui décrée ces actions. Sur le penalty qu'il a très bien transformé. Enfin, dans tout ce que sait faire Akan d'habitude, ce soir, il a très bien fait. Il a envoyé de très bons ballons en profondeur. Moi, franchement, ce Akan-là, je le veux à tous les matchs. Je le veux à tous les matchs. Et si maintenant ce Çalhanoğlu-là, il pourrait prolonger, moi, il peut signer, il peut demander n'importe quel salaire. Moi, ça me dérangerait pas. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment, vraiment envie de lui faire des éloges ce soir parce que j'ai vraiment kiffé son match. Il a été très bon. Donc sur ce plan, ouais, je vais mettre Çalhanoğlu. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le salaire de Hakan, parce que c'est vrai qu'il avait une demande assez élevée. Il demandait 7 millions, on lui en proposait 3,5. Mais moi, 3,5, si maintenant, même à 4 millions, il faut monter pour Hakan Çalhanoğlu, ce Hakan en confiance, ce Hakan déterminant, ce Hakan métronome de notre ligne offensive, je le donne tous les jours, les 4 millions C'est 4 millions clair. 5, je les donne. Ton C'est un deuxième, joueur déjà installé. Ouais. ton deuxième joueur, Yams. Mon deuxième joueur, ça va de soi, hein, Théo Hernandez, parce qu'il a été impérial dans son couloir, hein, comme Yann le dit, c'est un cheval, hein. Tu ne le loupes pas. Il a couru il a couru tout le match, quoi. Enfin, voilà, Théo Hernandez, je pense que s'il y a beaucoup de Milanais qui vont regarder ce podcast, il y a pas besoin de dire grand-chose sur lui, quoi. Et sinon, en troisième, ça peut sembler bizarre, mais je vais mettre Donnarumma. Ah, Ouais. bravo. Voilà. Parce que voilà, je vais pas mettre Rebic. Rebic a été bon. Rebic a été bon, certes. Mais il a vendangé Mais beaucoup, Rebic, à mon sens voilà, aussi. il a pas mal vendangé, mais franchement, Donnarumma, sans lui, on ne gagne pas ce match parce Bah qu'il non. a vraiment plusieurs fois enfilé le costume de super-héros Donnarumma. Et sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là. Tu es d'accord avec Yams sur Donnarumma, Adri? Ah, alors 100%. En fait, le truc, c'est qu'il arrive à nous banaliser les arrêts incroyables. Donnarumma, à la 72e, là, le dernier arrêt qu'il te fait, Ouais, ouais. arrêt La main, réflexe, là, il perd à le la ballon. Neuer, à la Je ne sais Neuer. même pas comment il fait, le gars. Ouais. Même avant cet arrêt-là, il nous a sorti 3-4 ballons. Ouais. Et pourtant, on a eu chaud parce qu'il y a eu une petite alerte au niveau de sa cuisse droite, si je ne dis pas de bêtises. Après nos 2 buts, il me semble. Oui, oui, c'est Peu de ça. temps après. Donc on a eu chaud. Ouais, donc Donnarumma, moi je le mets top 3 parce que voilà, encore une fois, il te fait des arrêts. En fait, tous les matchs, il va te faire 2-3 arrêts, mais en fait, t'es habitué, j'ai envie de dire, à avoir des arrêts de Donnarumma qui sont incroyables. Du coup, tu passes un peu à travers. Donc moi, du coup, je l'ai mis top 3. En deuxième, après, je vais rejoindre les gars, hein, j'ai mis Théo Hernandez. Mm. De toute façon, voilà, il est inarrêtable, hein. De toute façon, tu as un seul moyen pour l'arrêter, c'est le faucher. Généralement, quand il part, très généralement, quand un joueur l'accroche, il y a très très souvent faute. Mm. Puis il nous sauve encore le match, hein. Comme face à Parme, pardon, il nous met encore le. Parme, c'était le but égalisateur à la 80, Là, c'est les 3 points. 90e, je crois. Mm. Voilà le but qui nous permet de gagner face à la Lazio. Et en premier, à Cannes, il a touché beaucoup de ballons. Toutes les phases offensives, ça passait généralement par lui. Une belle orientation du jeu, j'ai trouvé. 2 passes, un but. J'ai beaucoup aimé sur Akana. Je suis pas un fan du joueur, pour le coup. Mais là, sur ce match-là, honnêtement, je lui tire mon chapeau sur ce match.
Très bien. Et ben alors pour ma part, donc tu as évoqué Djigo, donc moi aussi je l'avais de base dans mes tops avant la fin de match de Théo Hernandez. Donc moi je vais revenir sur un autre joueur qu'on n'a pas évoqué. En troisième position, je mets Kaloulou. Kaloulou qui a fait un énorme match, j'ai trouvé un peu faiblard sur le but. Tu l'as très bien justifié Yann, mais avant ça c'est peut-être 9 ou 10 interceptions, 9 ou 10 interventions défensives partout. On l'a vu même mener des attaques en début de match. Du milieu de terrain pour trouver Rebic qui lui ensuite trouve un bon centre pour Çalhanoğlu qui tire trop haut dans les premières minutes du match. Mais Kaloulou, c'était vraiment taille patron. On en oublie que c'est son 4e match pro, je crois. 3e ou 4e match pro. 3e titularisation en Serie A à la suite. Sans déconner. Et c'est un patron. Pour moi, il est à la lutte maintenant avec Gabia pour la 3e. Je te vois, Yann. Vas-y, dis-moi, Yann. Coupe-moi la parole. Non, continue, c'était bien ce que tu disais. Non, moi je dis qu'à à l'heure actuelle, il est avec Gabia à la lutte pour la 3e place en fait, pour la doublure. Pardon, je te suis complètement sur Kaloulou. Il faut se rappeler que c'est quand même un 2000 que ça fait qu'il avait il y a un mois joué autant de matchs professionnels que moi dans sa vie. Donc retenons tout de même ça. Après, sur ce soir, j'ai ma petite analyse sur Kaloulou. Vous me suivrez, vous ne me suivrez pas. C'est un joueur qui est excellent dans l'anticipation. C'est un joueur qui va très souvent passer devant son attaquant et qui va faire un tas d'interventions durant le match, ce qui est très positif. Ce qu'il y a comme point négatif, c'est que comme ce soir, il est toujours un peu attiré par le ballon. Sur le but d'Immobilier, on le voit voir Milinkovic à l'entrée de la surface et on voit qu'il fait ce pas de trop en direction de Milinkovic-Savic, donc en direction du ballon. Et derrière, Milinkovic-Savic et son intelligence va taper le ballon par-dessus, où Immobilier va ensuite la mettre. Et là, Kaloulou, c'est ce petit pas de retard qui fait, ce pas d'avance, si on veut bien, au début de l'action qu'il fait pour aller en direction du ballon. C'est le pas de retard qu'il a à la fin de l'action. Mais il va corriger ça. Sur Immobilier. Donc, il est très jeune. C'est des choses qu'il va très clairement encore corriger. Et c'est pour ça que je ne le mets pas dans mes tops ce soir. C'est pour ces petites erreurs encore qu'il fait. Mais sinon, non, je te suis totalement sur ce joueur et c'est un 2000. Faut bien se le mettre en tête et que ce poste de défenseur central, on l'a un peu lancé là-dedans parce qu'on n'a vraiment plus aucune autre possibilité, étant donné que Musacchio et Duarte sont pour moi totalement hors course. Donc, il relève le défi à la grande, comme on dit chez nous. Et pour moi, on ne peut que le remercier qu'il fasse de telles performances à ce poste. Après, avec l'expérience, va clairement lui apporter ces petits défauts qu'il a en défense pour moi dans l'anticipation de certains mouvements d'attaquants chevronnés de Serie A comme Immobilier, comme la dernière fois, c'était face à Destro, je crois, où il fait parfois un petit pas d'avance, un petit pas de retard qui lui donne un petit temps de retard à la fin de l'action. Très bien. Et puis moi en top 2 et en top 1, j'ai dans le même ordre que vous, Théo Hernandez en 2e position pour sa fin de match incroyable et Hakan Çalhanoğlu pour l'entièreté de sa prestation aujourd'hui. On va passer au flop à présent. Yann, allez, t'es sur ta lancée, je te sens chaud. Continue. Ok, alors mes flops, je vais commencer en flop 3 par Krunic. Je l'ai vu se faire descendre par tout le monde, ce pauvre bonhomme qui, au fond, n'est pas si pauvre que ça. Mais il avait la lourde tâche aujourd'hui de prendre la place du grand caissier. Certes, moi, je m'attendais à pas grand-chose en le voyant sur la feuille de match. On sait que techniquement, ça n'apporte pas grand-chose. Tu connais l'expression du « je m'attendais à rien et je suis quand même déçu » ou pas? Parce que voilà, c'est un peu ça. Je m'attendais à rien. Je m'attendais à rien. Je suis quand même déçu, mais j'ai l'impression que je suis pas autant déçu que certains supporters que j'ai vu réagir à chaud sur sa prestation. Parce qu'à certains textes que j'ai vus sur Twitter, je me suis dit putain, il a vraiment joué si mal que ça. Alors certes, il apporte rien, faut dire ce qu'il est, mais après il donne quand même de lui-même. Il récupère quelques ballons. Du coup, ouais, il fait partie de mes flops. J'essaie de le défendre un tout petit peu parce qu'il me fait limite de la peine un petit peu. Mais voilà, il a eu son rôle comme l'ont eu tous les joueurs lors de ce match qui se termine par une victoire. Il a lutté jusqu'au bout. Donc voilà. Mon top 3, ça sera Krunic. En 2, je vais mettre Leao.
Leao on sait de quoi il est capable, il est monstrueux. On l'a vu sur un coup de rein, il peut nous passer 2-3 joueurs. Il a toujours aussi, lors de ses passements de jambes, à chaque fois qu'il dribble un joueur, un espèce de sourire de coin qui me fascine à chaque fois sur les ralentis, que je trouve Ah oui, incroyable, Raphaël Leao. Et ce soir, il est très esselé en poste de centre avant, et du coup, on le voit que très très peu. En deuxième mi-temps, il essaie de redescendre un maximum pour essayer de toucher quelques ballons parce qu'il n'en touche pratiquement pas devant. Et ce qui apporte qu'on n'a pas vraiment quelqu'un devant au poste de centre avant. Et c'est clairement une question à laquelle il faut réfléchir pour moi, trouver un centre avant qui est un centre avant de métier, qui n'est que centre avant et qui puisse occuper ce rôle en cas d'absence de Zlatan. Parce que pour moi, aujourd'hui, la titularisation de Leao n'était de nouveau pas pour moi satisfaisante à ce poste. Et ensuite, pour moi, le flop numéro 1, qui aussi, c'est dur comme ça de le mettre en flop numéro 1 alors qu'il fait un début de saison pour moi exceptionnel. Il a une marge de progression totalement folle. C'est le Belge Salmakers. Aujourd'hui, il fait certes quelques contrôles très intéressants. C'est lui qui est à l'origine de la place pour Rebic sur l'obtention du penalty où il fait un super contrôle orienté. Il est à l'origine de quelques contrôles orientés, mais sur ses derniers gestes, sur sa dernière passe, j'avais déjà parlé de ça il y a quelques matchs. Je le sens un peu emprunté, un peu à bout de course. Et du coup, ce soir, c'est un match sans pour lui. Mais je ne me fais pas de soucis que ce soit pour Leao, que ce soit pour Salmakers, qu'ils vont totalement se reprendre dans les matchs qui vont suivre. Et c'est des joueurs très importants sur qui on compte vraiment sur cette fin de saison. Je suis un peu plus mitigé quant à Krunic. Mais voilà pour mes flops de ce soir. Très bien. Yams, tes flops? Bon, déjà le premier, en premier dans l'ordre, pas le dernier. Bon, tu m'as compris, voilà. J'ai eu du mal à me décider. Bon, vous allez peut-être pas tous être d'accord avec moi entre Calabria et Selmakers. Si, si. Vu que Selmakers, il a été décisif ce soir. Je crois que c'est sur le second but quand il provoque le pénalty au premier. Alors j'ai un petit trou de mémoire. Non, c'est sur le second but. Ouais, c'est le second. Le second but. Du coup, j'ai préféré mettre Calabria. Alors Calabria, je vais m'expliquer. Son match n'est pas horrible. Défensivement, ça va. Mais j'ai un gros problème avec Calabria, c'est qu'il n'est pas rassurant. Alors, je trouve qu'il laisse beaucoup trop d'espoir aux attaquants adverses. Je trouve que quand il s'agit de faire des relances, c'est catastrophique. Disons que quand il relance la balle, il va carrément il va la rendre aux adversaires, ce qui est problématique, clairement. Et je ne sais pas si vous avez bien vu sur le second but, il est à l'origine d'une mauvaise relance de Calabria, un ballon directement rendu à l'adversaire, qui provoque ensuite le deuxième but de la Lazio. C'est dans ce genre de truc que Calabria, il est toujours mi-figue, mi-raisin. Il peut te sortir de bonnes choses, et sur un coup, Calabria, il peut totalement passer à côté de ses pompes. J'ai pas dit que son match est mauvais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de détails où quand même ça a été pénalisant. Ouais, il est tombé sur un gros Marusic, à l'image d'une des premières actions du match où il se fait vraiment prendre de vitesse et il a vécu vraiment un match difficile. Je suis d'accord avec toi, défensivement face à Marusic, et même offensivement, il était beaucoup moins adroit dans ses centres, etc. Dans son jeu, dans ses projections vers l'avant, je l'ai trouvé aussi en dessous de ce qu'il propose habituellement. En deuxième position, ouais, vas-y. Aujourd'hui, je voulais vraiment appuyer que le fait qu'il n'était pas rassurant. Parce que souvent, on nous ressasse le fait, ouais, il défend bien, regarde, il a bien défendu le match là. Ouais, on sait très bien qu'à Calabria, des matchs, il va être capable de bien défendre. Mais moi, Calabria, pour moi, ce sera au mieux le bon remplaçant. Et pour moi, il faut un titulaire à droite, un titulaire indiscutable. Peut-être pas de la taille de Théo, parce qu'on n'en aura jamais 2D comme ça. Je doute d'en avoir 2D comme ça. Et pour moi, Calabria, ce sera toujours limite. Et je m'étonne jamais que Calabria puisse parfois faire 2, 3, voire 4 erreurs dans le match sans que ce soit, je ne veux pas dire pas de sa faute, peut-être que c'est simplement son niveau. Voilà, Très bien, c'est une question intéressante que je vais poser à nos auditeurs. C'est est-ce que vous pensez que Calabria peut être un titulaire à droite sur le long terme, sur le moyen long terme? Pensez-vous que ses prestations sont suffisantes pour obtenir un Scudetto cette année ou dans les années à suivre? Ok, ton deuxième joueur, Yams. Deuxième joueur, c'est Léo. Léo que j'ai trouvé plutôt passif
que ce soit avec ou sans ballon. Je ne l'ai pas trop senti dedans ce soir. Et même, je me demande s'il a vraiment touché beaucoup de ballons dans la surface adverse. Je sais pas, j'ai pas vraiment vu Léo ce soir. Comme disait Yann par rapport à son match euh, face à Sassuolo, où direct il arrive, il te fait un coup de rein, il met un but. Bah là, il était beaucoup plus effacé. Euh, je trouve que Léo, il souffre vraiment un peu d'une fainéantise, d'une nonchalance, et ça pèse beaucoup sur beaucoup de matchs, comme celui de ce soir. Donc, voilà, ce soir, j'ai pas retrouvé le Léo qui me fait briller avec ses dribbles, etc., ses contrôles. Ce que je trouve dommage. Et en dernier, ouais, je vais mettre Krunic, parce que Krunic, son match au milieu de terrain, il était mauvais, même s'il a essayé de faire des efforts. C'est trop limite Krunic. Et voilà, c'est un remplaçant. Il était là parce que Kessie n'est pas là. Il a essayé de faire son match, il a essayé d'aider, mais c'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Il a même failli nous coûter un but où voilà, il lâche totalement l'attention. Il donne une balle pour la Lazio en pleine surface. Dangereux, mais bon. C'est Krunic, on le connaît. Très bien. Tes flops à toi, Adri? En top 3, je vais mettre Leao. Alors, pas parce qu'il a fait un. Bah, on l'a pas vu du match, clairement. Après, le problème, c'est qu'il a énormément souffert des ballons qu'on a toujours mis, des longs ballons devant. En fait, c'est ça le problème. Du coup, en fait, il se retrouvait toujours tout seul en pointe de l'attaque. Il n'avait pas souvent, il avait pas beaucoup d'aide. Et voilà, comme je le dis, à chaque fois, dès que Milan avait le ballon en fin de première mi-temps, quand il se faisait ultra dominer, même à la mi-temps, hein, à la moitié, à chaque fois, c'était des longs ballons devant. Et Léao, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et il était toujours pris par un joueur costaud, voire deux. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas pu faire grand-chose sur ce match. Après, je ne me fais pas trop de soucis. C'était un match sans. Et encore une fois, voilà, il était pour moi un peu trop esselé en pointe de l'attaque. En deuxième, je vais mettre Salmakers. Il a fait de bonnes choses quand même. Et le problème, c'est qu'il a la capacité, des fois, de te couper une contre-attaque. Euh, de foutre en l'air des 2 contre 3, des 3 contre 2, des choses comme ça. Et toujours un peu trop d'imperfection technique, toujours un peu trop de déchets. Soit, des fois, il va te faire la différence. Il va te faire un dribble qui va éliminer un joueur. C'est Il va exactement. réussir Et à le choix percuter. derrière. Voilà. Et à chaque fois, il va te faire une passe, je vais dire, de merde, qui va te faire, en fait, que ta contre-attaque, elle est morte. Et c'est toujours ça le problème avec Selmakers. Parce que on sent qu'il a quelque chose en fait, ce gars, tu vois. Au début, voilà, on rigolait de lui, c'est le futur Borini, c'est le Borini belge, choses comme ça. Sauf qu'au final, plus les matchs ils avancent, et plus tu vois quand même Il est que, sérieux. bah, il est sérieux, il donne de sa personne. Techniquement, même s'il a eu des déchets, je trouve qu'il s'améliore quand même. Mais là, je veux juste vraiment qu'il s'améliore, moi, sur la dernière passe, où à chaque fois, il y a cette petite passe, soit en trop, soit qui est pas assez forte, qui est trop molle, ou pas assez précise. Juste ça. Parce qu'à côté de ça, il n'a pas fait un mauvais match, hein. Mais voilà, par rapport à ça, aux contre-attaques qu'il nous a fait louper, enfin les peu de contre-attaques qu'on a eu, pour moi, je le mets top 2. Et en troisième, je vais mettre Krunic. J'ai vu sur les réseaux que c'est quand même fait pas mal tacler. Après, je l'ai pas. Alors, il n'a pas été foufou, hein, on va pas se mentir. Après, je l'ai pas trouvé non plus horrible. Moi, il m'a rendu Dans le fou. sens où il a beaucoup donné. Après, ça fait pas non plus tout. Mais il a eu quand même de bonnes interventions, j'ai trouvé, par moment. Par contre, c'est vrai qu'il a été très dangereux, notamment tout à l'heure, tu l'as dit, Yams, dans la surface, où clairement, pour moi, j'ai cru que c'était penalty. Ouais. Parce qu'il ne joue pas du tout le ballon, il regarde le joueur avant, on le voit, il met son corps en opposition. L'arbitre, là, était pour le coup très généreux. Après, voilà, Krunic, c'est vrai que c'est un remplaçant, on l'a bien vu, ça reste quand même faible malgré tout. Après, voilà, j'ai vu qu'il s'est beaucoup fait critiquer. Je trouve que c'était un peu dur, malgré qu'il n'a pas fait un match énorme, à mon sens. Très bien. Alors moi, mes flops, ce sera en troisième position, ce sera Calabria pour les raisons que j'évoquais avec toi, Yam. C'est ça, c'est qu'il a pris un peu le bouillon. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on a pris le bouillon autant face à la Lazio. C'est un peu les largesses défensives de Calabria. Moins aidé aussi avec Salmakers, qui sera mon deuxième flop. Voilà, Yann avait vraiment mis le mot juste sur Salmakers il y a quelques semaines, c'est son manque de lucidité. C'est sa capacité à faire une différence, faire une bonne interception, récupérer le ballon bas et derrière le choix d'après, manquer de lucidité et perdre le ballon ou faire une mauvaise passe. Et c'est là-dessus où il doit encore s'améliorer, le Belge, là-dessus où il a été moins en vue, mais bon.
Moi, comme je le dis depuis le début de la saison, il est au-delà de mes attentes. Donc voilà, il mouille le maillot toujours autant. Mais ce match-ci, c'était un peu en dessous d'habitude. Et enfin, il m'a rendu fou pendant tout le match, c'est Krunic. Voilà, le penalty qu'on aurait dû se prendre peu avant la mi-temps. C'est lui qui le provoquait. Derrière, c'est vraiment, vraiment très, très faible techniquement, etc. Et là, il m'a rendu fou sur ce match-là. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur l'ami Krunic. On va refermer du coup la page autour de ce match pour nous attarder sur le débat du jour. Et le débat du jour qui va concerner le joueur du mois de décembre. Alors les amis, je veux, je veux qu'on Ça va être soit très compliqué à concentrés. partager tout ça. Ça va être très compliqué. Yams, si tu veux, je te donne la parole tout de suite ou tu veux que je te lise 2 avis Facebook pour un peu te donner les avis. Je vais commencer par ça. Je vais commencer par les avis Facebook. Ouais, si tu veux, Donc, vas-y. Amedeo Ainassi qui nous dit Théo Hernandez, ce gars, c'est un gladiateur. Il attaque, il défend, il te fait des courses. En plus, il aime le club, il le prouve à travers ses citations et prestations. On a de la chance de l'avoir et dire qu'on avait des Laxalt, Deschilio, Antonelli et Rodriguez avant qui étaient moins bons. Premier avis. Et nos amis d'AC Milan fans, choix difficile, mais je dirais Théo. 4 matchs. Alors, c'était l'avis juste avant le match. Donc, du coup, il est monté à 3 buts, une passe décisive avec sa vitesse, ses sprints et ses accélérations, mais aussi avec sa constance. Le Français a réalisé un superbe mois de décembre et nous a encore montré qu'il est le meilleur latéral gauche de la Serie A, voire du monde. C'est la question que je te poserai juste après. Nous n'avons plus aucun doute sur le pourquoi Maldini l'a recruté. Bravo Théo. Donc, Yams, je vais commencer par cette question et après tu me diras un peu quel est ton joueur du mois et pourquoi Théo. Est-ce que c'est le meilleur latéral gauche du monde actuellement? Hmm, Non, non, quand même pas. Latéral gauche, il y a qui Tu as à gauche? Davis et Robertson dans la discussion et puis taf. Et puis c'est tout. Non, franchement, Davis, il m'impressionne. C'est un fou, Davis. C'est un Théo Hernandez encore plus fou. Franchement, Davis, je mettrais Davis un peu au-dessus. Un petit Davis peu au-dessus? au-dessus. Un Ouais, tout un petit petit peu. peu, chouïa. Parce que Ok. ce qu'il fait en Ligue des Champions, là, je sais plus si vous vous rappelez contre le Barça, là, Ouais, il fait un c'est, match énorme contre le Barça. Ouais. Je me franchement, rappelle je que de mettrais, Théo, moi. on va pas faire du clubisme, je vais quand même mettre Davis au-dessus. Ok. Bon, alors, du coup, plus sérieusement, quel est ton joueur du mois, Yams? Théo Hernandez, bien sûr. Théo Hernandez et tout simplement, je rejoins les avis de ceux qui ont posté sur Facebook. En fait, ce qui va tout en sa faveur, c'est sa constance. Théo Hernandez, il est constant dans ses performances. Mm. Et qu'est-ce qui nous fait du bien ce mois-ci? Il nous a fait tellement de bien. Plus que du bien, il nous a sauvés. Il nous a sauvés contre Parme. Ça joue beaucoup à sa faveur. Il a été décisif contre Sassuolo, une super passe décisive pour Selmakers. Mm. Ça joue en sa faveur. Et puis même en général, quoi, sur son couloir, il est impérial, que ce soit pour défendre, que ce soit pour attaquer. Je trouve que ce mois de décembre, ce qu'il faisait déjà d'habitude, il a fait encore mieux. Donc euh, je peux pas donner quelqu'un d'autre que Théo au moment où je vous parle parce que vraiment ce mois de décembre est excellent et c'est lui, vraiment lui qui s'est démarqué, surtout avec l'absence de certains de nos cadres. Je pense que c'est lui qui s'est le plus démarqué sur son couloir gauche et je vais donner Théo Hernandez, joueur du mois de décembre, sans trop hésiter. Yann, je vais te poser une question qui va un peu dépasser les performances de Théo que sur le mois de décembre. Mais Théo Hernandez, c'est aussi une régularité impressionnante parce que depuis maintenant 1 an et demi, depuis septembre 2019 et quand Giampaolo a commencé avec cette équipe, c'était déjà Théo Hernandez qui portait l'AC Milan sur son dos. Il a jamais eu un coup de moins bien. Et là, il revient en force sur le devant de la scène avec l'absence de Ibrahimovic qui prenait un peu toutes les caméras étaient braquées sur Ibrahimovic et un peu moins sur Théo Hernandez. Là, c'est patron, taille patron depuis 18 mois. Il est monstrueux, il est absolument monstrueux. On ne peut que remercier Maldini et son petit voyage à Ibiza il y a de ça 2 ans qui nous ramène Théo Hernandez au club. Ou il y a de ça une année, je ne sais plus, perdu la notion du temps. Mais quel joueur qu'on puisse se reposer autant offensivement sur un joueur qui est latéral gauche. Je trouve ça absolument incroyable.
Et là, je vais être beaucoup moins à la cool que Yams. Et j'ai envie de vous dire, messieurs, mais qui en ce moment peut regarder Théo Hernandez dans les yeux et lui dire, mon gars, je suis latéral gauche plus puissant que toi. En ce moment, là, on est le 24, le 23, non, on est le 24. On va dire qu'on est le 24, Je suis désolé, je pensais que c'était date une de vraie sortie question. du podcast. 24 décembre 2020, messieurs, Théo Hernandez est le meilleur latéral gauche de ce monde, de ce bas monde. Après, on peut dire que Davis est blessé aussi, ça peut peut-être nous aider. Mais non, c'est du clubisme, bien sûr. Mais quel joueur, quel joueur. Et maintenant, j'ai envie de savoir si votre sélectionneur Didier Deschamps Ouais, va enfin le c'est sélectionner. la Et question que sinon, j'allais moi, j'ai poser à plusieurs Adrien. possibilités. J'ai plusieurs possibilités si jamais ça se fait pas. Je connais 2-3 gens au beau placés ici en Suisse qui peuvent faire des naturalisations. Je te rappelle qu'on a comme latéral gauche un joueur qui portait le 68 à Milan. Il s'appelle Rodriguez. Si tu as envie de venir jouer pour la Nati, pour l'équipe de Suisse, pas de problème, Théo. T'écoutes ce podcast, on s'arrange, on trouve une date et on va faire ses papiers. Enfin, ouais, je n'arrive pas à comprendre votre sélectionneur qui arrive à passer à côté de tel joueur, Bah mais là, enfin là, voilà, c'est là encore un autre problème. avec le mois de décembre qu'a fait Théo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic, non, il n'est pas sélectionneur d'équipe de France, Zlatan Ibrahimovic, pas encore, mais Didier Deschamps, il va avoir du mal à fermer les yeux encore longtemps sur Théo Hernandez, parce que autant sur les dernières sélections d'équipe de France, euh, je comprenais, non. Mais j'imaginais un peu comment fonctionnait Deschamps et je me disais, bon, il a un Digne avec qui il a l'habitude de jouer qui surperforme à Everton. Il a un Lucas Hernandez qui est vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern et qui est un très bon défenseur gauche et une valeur sûre à ce poste-là. Et derrière, tu as un Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Théo Hernandez qui se tire un peu la bourre, mais sans jamais, j'avais l'impression, évoquer réellement Théo Hernandez, tu vois. Avec des Ferland Mendy, Benjamin Mendy qui tournent un peu en sélection et j'ai l'impression que Théo Hernandez était un peu passé sous silence. La question que je te pose, Adri, c'est là, sur les prochaines sélections de l'équipe de France, si Deschamps ne prend pas Théo Hernandez, c'est grave, sachant qu'en plus Deschamps, il a bossé du 3-5-2 avec un espèce de piston gauche où vraiment Théo Hernandez serait légitime aussi à ce poste-là. Ouais, et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure. Déjà, les deux Mendy, pour moi, Théo, il passe devant, alors, mais largement. Mm. Même par rapport à Digne. Après, c'est vrai que Deschamps, on sait, lui, il se base vraiment sur le collectif. Il n'aime pas trop chambouler tout le temps son effectif, choses comme ça. Mais là, à un moment donné, tu ne peux pas fermer les yeux sur les performances de Théo Hernandez. Non. C'est pas possible. Sur le mois, il a 3 buts, une passe D. Le mec, il a une pointe de vitesse incroyable. Il est puissant. Il est bon offensivement, défensivement. J'ai envie de dire, c'est le défenseur gauche parfait, limite, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment, ça va sauter aux yeux. Il peut pas faire l'aveugle. Il va devoir le sélectionner. Digne, on sait qu'il performe énormément aussi avec Everton. Faut pas oublier. Digne, c'est loin d'être une chèvre. Donc non, faut qu'il soit sélectionné. Je pense qu'il sera sélectionné au détriment de l'un des deux Mendy. Je pense de Benjamin Mendy, qui est un peu plus en difficulté avec City et qui est assez souvent blessé. Donc je pense qu'au prochain rassemblement, j'espère qu'il sera appelé. Et ce serait totalement mérité parce que s'il n'est pas, c'est limite scandaleux, quoi. Quitte à repositionner Lucas Hernandez, parce que là, si la réflexion de Deschamps, c'est Théo Hernandez, je le prends pas parce que j'ai Lucas Hernandez et Dean qui avec qui je suis satisfait. Lucas Hernandez, tu le positionnes défenseur centre. On voit des Zouma en équipe de France, on voit ce genre de joueurs arriver. Je pense que Lucas Hernandez qui joue aussi défenseur centre avec le Bayern, peut être légitime à ce poste-là. Et à ce moment-là, la question ne se pose plus. Et Théo Hernandez s'impose comme un titulaire ou un remplaçant en équipe de France, mais déjà fait partie du groupe. Je voulais juste te dire quelque chose. Déjà, Théo Hernandez, c'est le meilleur latéral gauche au monde, il fume tout le monde. Mais aussi, je voulais dire que il est aussi éligible à l'Espagne. Donc, dans le pire des cas, s'il se fait boycotter, il faudrait qu'il y réfléchisse. Voilà. Parce que l'Espagne, c'est une très belle sélection. Je trouve qu'ils font du bon football et ils pourraient autant se plaire en Espagne qu'en France, quoi. Après, il avait dit il y a un petit moment déjà que lui, c'était vraiment la France qu'il voulait. Il avait eu le choix, justement, une période choisir entre la France et l'Espagne. Il a choisi la France et heureusement. Mais non, je pense pas honnêtement, je pense pas qu'il va changer de nationalité, au foot, du moins.
Non, je pense très clairement moi qu'il va rester pour l'équipe de France, même s'il n'est pas sélectionné au prochain rassemblement ou celui encore d'après. Je pense qu'il restera pour l'équipe de France. Enfin, j'espère, du moins. Très bien. Et ben, en tout cas, Théo Hernandez est le joueur du mois de décembre de l'AC Milan. Il succède à Zlatan Ibrahimovic, qui avait été élu joueur du mois de novembre après un mois extraordinaire. Dites-nous, voilà, deuxième question de la soirée, si Théo Hernandez mérite d'être... la question ne se pose pas dans le groupe, mais s'il mérite d'être titulaire en équipe de France au poste de latéral gauche. Un grand merci, Yams. On te retrouve dans Talk Foot, le nouveau média que vous avez créé avec tes amis. Parle-en-nous un peu. Alors ouais, on a créé un média où on veut parler football, mais vraiment dans une ambiance tranquille. Ce que la particularité de Talk Foot, c'est que vous pouvez tous participer au podcast. Et il y en a à toutes les sauces, sur la Ligue des Champions, l'Europa League, sur le football en général. Ouais, on va encore développer beaucoup de projets, donc c'est sympa à voir. Et c'est bonne humeur, c'est vraiment pas, on se veut pas professionnel. C'est ça, allez les suivre, Talk Foot, donc avec des émissions sur la Ligue des Champions. Le lundi, c'est un peu free, c'est tout le monde a sa parole, c'est ça? C'est ça. Et On va puis, bientôt bouger sur une plateforme parce que c'est pas pratique Discord, mais c'est pour commencer. très bien. Et ben, allez suivre du coup Talk Foot et Yams sur les réseaux sociaux. Un grand merci Yann et Adri aussi pour votre présence. Avec plaisir. De très belles fêtes à tous les supporters milanais, à la Juventus. Bonne fête à la 6e place du championnat italien. Voilà. Passez un bon réveillon en tant que dauphin de l'AC Milan, parce que c'est l'AC Milan qui finira cette année invaincu en championnat. Et oui. Une seule défaite en 40 rencontres lors de cette année 2020. C'est incroyable ce qu'on fait. Merci Pioli, merci Zlatan Ibrahimovic, merci Théo Hernandez, merci Benasser, merci Kessié. Merci et continuez à nous faire rêver comme vous l'avez fait lors de cette magnifique victoire 3-2. Merci les gars et puis Forza Milan, ciao. Salut Forza Milan. Ciao tout le monde.